Donc il y a plusieurs passages du film Qu'est-ce qu'on attend, qui a été réalisé par Marie-Monique Robin, qu'on va vous proposer. Moins que ce qu'on avait prévu au départ, puisqu'on a Monsieur Mensch qui est arrivé en chair et en os, donc on profitera quand même du temps, enfin d'avoir le plus de temps possible avec lui et puis avec les habitants d'Angersheim. Donc il y a juste peut-être 2 ou 3 extraits qu'on va vous proposer pour lancer, pour que vous voyez un peu, qu'il y ait des images qui fassent écho chez vous. Et puis ensuite, donc, une intervention de Monsieur Mensch, et puis des temps de questions, de réponses, de discussion ensemble. Alors, vous avez eu quelques aperçus du film. Moi, je vous encourage fortement à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est quand même, je comprends la raison de diffuser que certains extraits, puisque c'est un film qui prend 2 heures. Donc, c'est assez long. Par contre, je vais essayer d'être plus complet en vous présentant les 21 actions relativement rapidement. Si ça vous ennuie, vous manifestez, hein, ne vous gênez pas. Donc d'abord, vous voyez dans l'extrait la question d'un gamin de savoir ce que c'est que la transition, qu'est-ce que ça représente pour lui. Donc je voudrais compléter à ce sujet en disant simplement que aujourd'hui il y a certains événements qui nous alertent. Et en l'occurrence, il y a 15 000 scientifiques l'année dernière qui se sont regroupés pour relancer un cri d'alerte. 25 ans après l'alerte de 1700 autres scientifiques, donc lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Donc maintenant c'est 15 000 et c'est autrement plus puissant et autrement plus prenant et crucial. Alors ça consiste en un appel par rapport à la biodiversité. Essentiellement, il y a ces 40 dernières années, 50% des vertébrés qui ont disparu. Et puis nous sommes maintenant dans une période de la 6e extinction massive des espèces. Et cette 6e extinction est relativement rapide. Elle n'est pas relativement rapide, elle est très rapide. Donc ce qui doit effectivement nous inquiéter. En 1992, les scientifiques nous alertaient déjà sur le développement des zones mortes dans les océans. Alors au lieu que tout ça se soit amélioré, 25 années après, c'est augmenté de 75%. Alors on a en mémoire aussi ce continent, un des nouveaux continents, parce qu'il y en a d'autres dans l'Atlantique, donc celui dans le Pacifique, qui représente 3 fois la superficie de la France, qui est composé que de matière plastique. Voilà. Donc la Méditerranée aussi, elle commence sérieusement à être saturée de particules plastiques et qui sont déjà dans la chaîne alimentaire. Voilà. Donc biodiversité, pollution aussi par rapport à l'air, par rapport à l'eau en général, l'eau douce, les cours d'eau. Il y a 80% des cours d'eau, 90% des cours d'eau en France où on trouve des traces de pesticides. Voilà, donc tout ça est de nature à nous inquiéter. Alors plus précisément et plus, disons, près de nous, c'est la fonte de la banquise, la fonte des glaces, l'augmentation des niveaux de la mer et en même temps des zones en Afrique, en Asie qui deviennent plus arides et qui ne permettent plus de nourrir la population, qui créent des conflits pour s'accaparer les ressources déjà en eau, puisque en même temps les ressources en eau par habitant ont diminué de moitié. Mais il faut savoir aussi que la population mondiale a augmenté de 35%. Donc il faut nourrir toutes ces bouches. Il voudrait bien aussi atteindre le même niveau de vie que le nôtre, et d'une part, et d'autre part, donc ça crée des conflits pour s'accaparer ces ressources, ça crée des migrations à l'intérieur des pays même qui sont très touchés par ces phénomènes climatiques, et ces conflits génèrent des migrations qui viennent chez nous. Voilà. Donc inévitablement, on sera de plus en plus confronté à ces migrations massives si maintenant l'humanité ne réagit pas rapidement. Donc tout ça, le côté agricole aussi, des espèces, par exemple chez nous, il y a des cépages qui ne pourront plus continuer parce que ça se réchauffe, quoi. Peut-être que bientôt on pourra planter des oliviers chez nous. Voilà, ce serait
Enfin, je ne sais pas si c'est un avantage, mais globalement, c'est aussi le déplacement d'insectes plus vers le nord. Mais tout ça se passe rapidement et donc la faune et la flore n'ont pas le temps de s'y habituer. Voilà, donc prendre conscience de tous ces phénomènes, mais ne pas se culpabiliser d'une part et ne pas se résigner non plus, c'est vraiment la condition sine qua non pour rentrer dans la démarche de la transition et donc changer de système, se transformer soi-même, transformer la société. C'est vraiment ces mesures-là dans lesquelles nous devons nous engager et c'est ce que nous pensons. Alors, vous allez me dire, oui, un petit village, qu'est-ce que vous rigolez, vous, avec aux 2200, 2400 habitants maintenant, puisqu'on n'y arrivera jamais. C'est l'histoire du colibri, n'est-ce pas, qui veut éteindre l'incendie de la forêt amazonienne avec la goutte d'eau qu'il va écoper tous les quarts d'heure dans le fleuve voisin et qui se fait interpeller par tous les animaux qui ont fui l'incendie et qui lui disent qu'il est fou. Ouais, il n'y arrivera jamais. Donc nous, on considère à Hummersheim comme le colibri qu'on fait notre part. Alors ici, chacun fait sa part. Le consommateur, en réalité, il a une puissance incroyable. D'ailleurs, il a la seule puissance. Nous sommes dans un système de consommation où tout ne se résout qu'à travers la consommation, à travers ce prisme de la consommation, où nous sommes complètement dépendants, conditionnés, formatés par le politiquement correct, la pensée unique et le carcan consumériste. Donc on n'est plus libre. Effectivement, l'autonomie intellectuelle, c'est le premier point vers lequel je veux arriver, donc est un des piliers majeurs de la transition. Ne plus être dépendant, ne plus être conditionné. Voilà. Donc si on est moins dépendant, donc réfléchissez autour de vous, dans nos gestes quotidiens, dans notre consommation quotidienne, à quel point nous sommes conditionnés. Donc aussi par la culture, par le divertissement, nous sommes carrément réduits dans une forme d'esclavage où nous devenons amoureux de cet esclavage. Donc c'est la dictature la plus parfaite qui est en train de se réaliser, qui existe déjà. Donc l'autonomie intellectuelle, c'est effectivement s'extirper de ces phénomènes et on essaye donc à Hummersheim de développer un certain nombre d'actions qui sortent des sentiers battus. Alors, donc, globalement, il y a trois piliers, l'autonomie intellectuelle, l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire. Trois piliers dans lesquels... Bonjour, monsieur le maire. Ça va? Trois piliers à partir desquels se déclinent 21 actions. Donc, le premier, c'est l'autonomie intellectuelle, je vous le disais à l'instant, sortir des sentiers battus, être libre de sa tête, être moins dépendant. Être moins dépendant. Indépendance énergétique, c'est aussi tendre vers l'autonomie énergétique. La souveraineté alimentaire, c'est aussi tendre vers moins de dépendance, aller vers plus de circuits courts et des productions locales, des productions et des consommations locales. Donc je reviens, la pierre angulaire de l'autonomie intellectuelle, c'est la démocratie participative. Donc là, je ne cache pas que ces premiers éléments, ces premières actions sont les plus difficiles, parce que là, on touche directement à l'humain, avec ses multiples facettes, et donc ces multiples façons de voir les choses, et donc de ne pas obligatoirement adhérer à ces investissements, à ces engagements. Donc il y a des conseils participatifs, un conseil des sages, il y avait même un jury citoyen qu'on essaye de reconstituer, et donc tout ceci se formalise à travers des forums citoyens qui englobent donc plus la population. Alors, un mot sur les conseils participatifs. Ce sont des personnes qui sont librement, qui se déclarent librement, spontanément, pour travailler à l'intérieur de différentes commissions et qui sont des différents thèmes. Hein, voilà, le développement soutenable, puisqu'on considère que le développement durable est antinomique avec la réalité, on ne peut pas croître éternellement.
Donc c'est soutenable, ce que la planète peut supporter, ou l'écosystème peut supporter en matière de ressources, mais aussi en matière de production de déchets, puisque bon, la planète aussi se sature dans la résorption des déchets que nous produisons. Ensuite, donc le jury citoyen, pareil, c'était des personnes qui librement s'engagent dans cette entité pour pouvoir évaluer les politiques publiques. Donc c'était un programme très fastidieux, parce qu'il fallait être en connaissance de cause de tous les projets, de tous les chantiers, de tous les dossiers, et donc ce jury citoyen, il s'est dilué dans les commissions participatives parce que impossible à gérer. Donc là, nous essayons maintenant, sur des méthodes un peu plus souples, de reconstituer un jury citoyen, parce que c'est quelque chose de très utile et qui permet d'impliquer le citoyen. Donc tout ce travail-là consiste à impliquer le citoyen et à le responsabiliser, et donc de ne pas le laisser en dehors de l'ensemble des politiques, des prises de décision pendant 6 ans, et de mettre juste son bulletin de vote dans l'urne, et puis ensuite de se désintéresser de la politique locale, de juste critiquer quand ça ne lui plaît pas. Voilà, donc, et en plus c'est un aiguillon très intéressant. Alors dans la démocratie participative, il y a aussi tous les gens qui s'investissent de manière intellectuelle, qui aiment débattre, qui aiment réfléchir, qui aiment faire des propositions, qui aiment écrire, et voilà. Ensuite, on a aussi des chantiers participatifs pour ceux qui aiment plutôt mettre la main à la pâte, qui se sentent plus à l'aise. Donc, chantier participatif, par exemple, on a planté quelques 2000 arbustes sur 6 jours de travaux, une centaine de personnes, donc pour recréer des haies bocagères. Donc ça fait beaucoup de monde et ça crée vraiment du lien. Donc l'idée, naturellement, dans toute cette démarche, c'est de créer du lien. Ensuite, nous avons construit une maison des natures et des cultures, et dont tout l'isolation en paille, la mise en place des rondins, l'écossage, vous avez vu dans l'extrait, ainsi que le torchis, les galets, tout ceci avec des matériaux issus de notre terroir, en quelque sorte. Donc ça, c'est un chantier énorme qui s'est étalé sur près de 11 mois, 10 mois de travaux, donc qui naturellement n'avaient pas sollicité autant de main-d'œuvre, parce que parfois nous n'étions que 4, et d'autres fois il y en avait 25. Donc ça dépend. Mais n'empêche que c'est vraiment, c'était une grande fierté de ces personnes qui se sont engagées là-dedans. Malheureusement, ce bâtiment il vient de brûler le 11 novembre dernier. Mais un des éléments essentiels de la transition, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité que nous développons pour répondre aux crises. Comme ceci, c'est une vraie crise, c'est un vrai drame, eh bien nous allons y répondre avec donc, une forte volonté pour reconstruire ce bâtiment. Voilà, donc ensuite, la diapo suivante, c'est Hummersheim, territoire de commerce équitable, puisque bon, on considère que effectivement c'est encore une action qui doit interpeller le citoyen, dans la mesure où il y a des petits producteurs du Sud qui n'arrivent pas à vivre de leur travail et qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Donc avec le commerce équitable, on pallie à ces lacunes, mais aussi en développant les échanges nord-nord. Donc chez nous, il y a aussi des petits producteurs qui n'ont pas besoin de soutien pour envoyer leurs enfants à l'école, puisque heureusement dans la République, l'école est gratuite et elle est là pour tout le monde, mais par contre, ils doivent pouvoir vivre de leur travail. Donc c'est aussi les échanges nord-nord. Et nous avons des petits producteurs chez nous. Donc on peut aller plus loin, moi je peux appuyer là, si vous voulez. Donc il y a un festival éco-équitable qui met en avant toutes ces questions du commerce équitable, ainsi que de l'habitat écologique et de l'alimentation bio. Donc c'est 95 exposants, mais pourquoi on montre cette action? Parce que tout simplement, c'est encore une fois des dizaines et des dizaines de personnes qui organisent annuellement
cette manifestation et qui, naturellement, c'est un engagement qui va dans le sens de la transition et de la création du lien. Vous voyez, je suis rapide, hein? L'élaboration d'un atlas communal de la biodiversité. Alors, maintenant, c'est plus ou moins dans la loi que les intercommunalités ou certaines grosses communes peuvent créer des atlas de la biodiversité locale avec un fort soutien de l'État. Mais après un appel d'offres et après avoir répondu à un concours. Donc nous l'avons fait en 2006 parce que nous pensions d'abord qu'il était intéressant de promouvoir des corridors écologiques pour que le lien c'est entre les hommes, mais ça doit aussi être entre les différentes espèces, la faune et la flore, doit pouvoir se rencontrer et nous nous inscrivons là dans la trame verte et bleue régionale pour justement développer la biodiversité. Mais par ce recensement, par exemple, il y a un club de naturalistes à l'écomusée, puisqu'on a un écomusée sur la commune, eh bien, ils ont recensé quelques 3900 taxons, des 3900 espèces différentes, rien que sur le site de l'écomusée, auquel il convient de rajouter environ 300-400 sur le reste du territoire. Donc, ce qui est énorme, quoi, sur un territoire qui a quelques 1400 hectares au total. Mais bon, qui a plusieurs zones humides, des zones plutôt sèches, des prairies, des forêts, un réseau hydraulique qui est assez important, quelques 27 km qui traverse du nord au sud le territoire communal. Et on voulait, par ce biais-là, démontrer à la population qu'il est important d'avoir une biodiversité très riche et dense, certes, mais qu'il est important aussi de la préserver, voire de la développer, parce que c'est la garantie de notre survie. Notre survie, enfin en réalité c'est la survie de l'eau, de la qualité de l'eau et la survie de l'air que nous respirons tous les jours. Malheureusement, ça n'a pas eu l'impact que nous souhaitions au départ, puisque nous sommes là confrontés au poids de la culture et des habitudes qu'il est très difficile de vaincre, je ne vous le cache pas. Et voilà ce que je disais, la consommation qui prime avant la biodiversité, même si elle est locale. Donc voilà. Alors, Ungersheim s'était inscrite dans le réseau des territoires citoyens du monde parce que, tout simplement, à un moment donné, nous avons accueilli une assemblée générale de ce réseau à Ungersheim, étant donné que dans le village, enfin, la ville de Joël Labbé en Bretagne, donc Joël Labbé qui est maintenant sénateur et qui est à l'origine justement de la loi sur la biodiversité, qui à l'époque ne pouvait pas accueillir cette assemblée générale. Comme nous étions en contact, nous avons accueilli à Ungersheim, et c'est donc ce jour-là qu'a été projeté le film, en 2011, a été projeté le film Ville et village en transition en sous-titrage français, puis c'était en version originale anglaise, donc le film de Rob Hopkins, et c'est ce jour-là aussi que nous avons appris que dans ce réseau, il y a 3 villes japonaises qui nous ont vraiment incité à y adhérer. C'est la ville d'Hiroshima, voilà, qu'on connaît par rapport à la bombe atomique, qui est la première. Ensuite, il y a la ville de Kyoto, qui sont les accords de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de serre, un des premiers accords. Et puis la ville de Fukushima. Voilà. Donc, ce qui permet tout de suite de faire la transition sur l'action suivante. C'est que nous avons à proximité de chez nous, à 20 km de chez nous, une centrale nucléaire Fessenheim, qui est la plus vieille centrale de France, qu'on nous promet de fermer depuis un bout de temps, et que, puisque nous on est dans le secteur critique des 20 km, donc bien, nous avons pris une délibération non pas radicale de dire bon, il faut fermer Fessenheim. Certes, il faut fermer parce qu'elle est très dangereuse, elle est sous zone sismique, les réacteurs sont plus bas que le niveau du canal, donc en cas d'ennoyage, il y a un risque majeur. Alors, donc cette résolution, cette motion a été prise par le conseil municipal, mais en créant
en construisant au préalable un futur renouvelable. Et donc c'est pour cette raison qu'on rentre aussi dans la démarche de la transition du point de vue de l'indépendance énergétique. Voilà, donc c'était en 2011. Il y a beaucoup de communes alsaciennes qui ont pris cette notion, mais dès que ça se rapproche de la centrale, ces motions diminuent, parce que c'est près de la centrale qu'il y a du saupoudrage financier intéressant. Donc voilà, on préfère la finance qu'au risque nucléaire. Ok. Ensuite, l'outil important de la transition, c'est la monnaie locale complémentaire. Alors, bon, pour illustrer le choix de cette monnaie locale complémentaire, je donne toujours cet exemple qui est spécifique à la commune d'Ungersheim. Nous sommes un village de 2400 habitants, il y a des commerces, mais il n'y a pas de supermarché. Alors la facilité des consommateurs consiste à aller s'approvisionner au supermarché. Et donc on considère aussi qu'il y a une dépense par foyer annuelle de 4 000 € juste pour s'alimenter. Donc nous sommes 1000 foyers, chiffrerons, hein, ce qui fait que les habitants de la commune d'Ungersheim dépensent tous les ans 4 millions d'euros pour s'alimenter, un besoin vital et nécessaire, mais cette dépense est réalisée dans les supermarchés à l'extérieur de la commune. Donc l'idée de la monnaie locale, c'est déjà d'identifier une sorte de patriotisme local, ensuite de recapter une partie de cet argent qui est dépensé à l'extérieur sur l'économie locale. Là, si on n'en recapte que 10%, ben, ça fait 400 000 €, c'est pas mal, quoi. Donc c'est ça l'idée de la monnaie locale. Ensuite, la monnaie locale, ça crée aussi du lien, parce que au lieu de prendre sa bagnole, aller au supermarché et se garer le plus près possible de l'entrée pour avoir le moins de marche à pied à faire, de remplir son caddie, de croiser des dizaines, peut-être des centaines de personnes sans parler à quiconque, ensuite de rentrer à la maison, de remplir son frigo et d'en jeter 20%, c'est pas le modèle que nous souhaitons, malgré qu'il est prédominant chez nous aussi. Hein. Alors le modèle que nous souhaitons, c'est que les gens vont à chaque fois, vraiment il faut faire l'effort. Le supermarché c'est plus facile. Il faut faire l'effort d'aller un coup chez le paysan boucher, charcutier, un autre coup, parce qu'ils n'ont pas ouvert en même temps, dans les mêmes horaires ou dans les mêmes journées. Un autre jour, il faut aller chez le paysan boulanger, un autre jour acheter ses légumes, donc au marché, un autre jour aller au restaurant, etc. Donc tout ça, ça suppose faire des efforts. Et puis, il y a du lien qui se fait, non seulement avec le commerçant, mais aussi avec les clients qui viennent, et que, voilà, on en prend le temps de parler. Donc, ça crée du lien, et en matière de gouvernance, donc c'est une association qui gère ça, et l'association, je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes, si vous-même vous savez de la monnaie locale, sinon vous m'arrêtez, hein, si je bavarde trop, dites-le. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, en matière de gouvernance, les gens en assemblée générale décident de l'affectation du petit excédent qui est réalisé tous les ans. Parce qu'il reste de la monnaie locale dans les fonds de tiroir, parce qu'il y a des collectionneurs, parce qu'il y a une cotisation qu'il faut payer, même si elle est minime, à l'association. Donc, cet excédent, ensemble, en plus, il y a dans cette association, il n'y a pas de président, il n'y a pas de hiérarchie, c'est un collectif qui gère. Donc ensemble, ils décident de l'affectation à un projet de préférence sociale et solidaire. Donc ils ont décidé d'affecter l'excédent à la création d'une crèche familiale. Donc derrière, il y a aussi une utilité. Et les commerçants qui y participent, même s'ils n'y trouvent pas leur compte, pour certains, la plupart y trouvent leur compte, donc ils savent que l'argent ou l'effort qu'ils portent à cet échange va à un projet social local. Donc voilà, il y a tout plein de choses bénéfiques par l'utilisation de cette monnaie locale. En plus, c'est non spéculatif, ça ne va pas dans les paradis fiscaux, parce qu'inconsciemment, quand on achète dans un supermarché, ils sont tous dans les grands groupes, hein, presque tous dans les grands groupes.
Et puis, je crois savoir que, même si ça ne se sait pas officiellement, il y a des placements dans les paradis fiscaux, quoi. Voilà, donc, au lieu de faire en sorte que ces gens-là payent leurs impôts, ben, ils échappent à l'impôt. Oui. Donc, en plus, ce n'est pas spéculatif, et ça répond vraiment à un besoin de la population. Bon, là, j'étais un peu plus long, hein. Alors, nous arrivons au deuxième volet, c'est l'indépendance énergétique. Alors, je dis bien, c'est tendre vers l'indépendance énergétique. Vous avez là sur la diapo une jeune chinoise et un jeune suisse qui sont représentatifs d'un colloque international de Greenpeace qui s'est tenu à Hummersheim. Alors, il s'est tenu à Hummersheim, ce colloque, parce qu'on sous-estime souvent Greenpeace, et puis en France, on les représente comme étant des dangereux activistes, alors que bon, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont leur bureau d'études, qui connaissent, qui savent vraiment répondre à des enjeux de société. Et donc d'ailleurs en Allemagne et en Suisse, c'est beaucoup plus étendu et beaucoup mieux perçu. Donc c'est parce que cette semaine-là a été la semaine solaire à Hummersheim et que nous avons travaillé avec Greenpeace Suisse qui développe depuis 18 ans le solaire en Suisse avec des lycéens ou des collégiens ou des écoliers tout simplement. Donc d'une part, il suscite des vocations parmi ces jeunes et ça leur permet de faire la démonstration que le solaire, ben, ça a également son utilité. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors une des premières réalisations, c'était dans les années 2000, où nous avons installé 120 mètres carrés de solaire thermique sur le toit de la piscine, parce que nous avons hérité d'une piscine et d'un groupe scolaire qui était intégralement chauffé à l'électricité, sachant que le groupe scolaire donne accès à la piscine. Donc, parce que nos prédécesseurs pariaient sur une énergie électrique pas chère provenant du nucléaire, donc c'est le contraire qui s'est produit. Voilà, donc il a parié, mais voilà, c'est pas réalisé, je ne lui jette pas la pierre pour autant. Donc nous, il fallait qu'on trouve d'autres solutions. On s'est tourné vers le solaire parce que ça répondait à nos convictions. Très vite, il fallait quand même deux années d'essais et d'hésitation, enfin des essais plutôt, pour arriver à un résultat positif. Et donc aujourd'hui, c'est 10 000 € d'économiser par rapport à un autre système de chauffage tous les ans. Et ça fonctionne très bien. Et donc là, il n'y a aucune pièce qui a été changée, sauf dans la partie technique du microprocesseur. Quoi. Parce que bon, c'est piloté, hein, tout ça. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, en 2007, c'est la construction d'une chaufferie bois avec un réseau de chaleur qui alimente 7 bâtiments communaux, un réseau de chaleur souterrain. Donc chez nous, il faut du chauffage. Hein. Voilà, nous sommes des régions un peu plus froides que chez vous. Sauf en été. Donc cette chaufferie de 540 kW fonctionne avec des plaquettes forestières qui sont issues des forêts locales et qui donc, nous permet d'économiser quelques 30 000 € par an. Donc, là, je pense qu'il y a certains élus dans la salle. Donc c'est aussi important parce que dans toutes ces actions de la transition, ce ne sont pas seulement des actions dans le cadre de la diminution du rejet de gaz à effet de serre, mais ce sont aussi des économies substantielles et des recettes nouvelles sur le budget communal qui nous évitent d'augmenter le taux des impôts communaux depuis 2005. Voilà, donc on va à la suivante. Alors, déjà très confiants de ces deux premiers résultats, nous sommes très rapidement attaqués en 2006 à l'éclairage public, dans un premier temps avec des gradateurs qui coupaient le courant 100 fois par seconde et qui occasionnaient des économies de quelques 6 000 € par an. Et puis là maintenant, récemment, puisque nous avons été retenus territoire à énergie positive in extremis par Ségolène Royal, donc en décembre 2016, et encore avec des difficultés avec le ministère Nicolas Hulot, qui voulait tout remettre en question. Donc il a fallu sérieusement se battre pour pouvoir garder ces subventions et ces conventions signées avec l'État.
tout est remis en question, c'était quand même assez fort. Donc, on a passé tout l'ensemble du parc lumineux en LED, ça fait encore une fois 10 000 € au moins d'économie, avec un pilotage, on peut éteindre certains quartiers, donc on va choisir des quartiers où il y a plus d'opposition, et ces quartiers, on va les éteindre. En appuyant sur un bouton, c'est voilà, génial. Donc il y a des... Non mais sérieusement, il y a des... Depuis une dizaine d'années, tous les bâtiments, les monuments, l'église, tout ça qui était le château d'eau, qui était la grande tour que vous voyez, donc qui était illuminé, éclairé la nuit avant, tout ça s'est éteint. Voilà. Il n'y a personne d'ailleurs qui a réclamé. Nous avons mis en place à l'époque, vous vous rendez compte, des projecteurs de puissance, je ne me rappelle plus, hein, le nombre de milliers de boîtes, pour éclairer un château d'eau qui est entièrement construit en briques, la brique rouge qui est très absorbante au niveau de la lumière, donc il fallait des puissances. Et bien naturellement, c'était superbement bien éclairé la nuit, et c'était l'emblème phallique de la commune de Moussaï. Voilà, donc en 2012, donc il y a en 2012, elle commence à produire la centrale. En réalité, on commence à travailler en 2010, où on mobilise des terrains de friches industrielles des mines de potasse. Alors, donc, c'était pas aussi facile que ça. En réalité, la commune d'Ungersheim a préempté des terrains qui étaient destinés à l'intercommunalité pour y amener des industries liées aux déchets. Hein, il y avait déjà un énorme stockage de pneus sur le site, parce que, tout de suite, donc la photo elle est prise d'un terril, un terril minier, et donc ce terril, c'est naturellement 40 hectares, c'est du déchet de l'extraction minière, et donc l'idée c'était de ramener du déchet au déchet. Donc on était quelques-uns à vouloir un site de reconversion minière exemplaire, et c'est pour cette raison qu'on a préempté les terrains auprès des mines, qu'on les a achetés, et fort de la maîtrise foncière, nous avons pu imposer cette centrale photovoltaïque. Nous sommes à l'initiative, mais nous ne sommes pas les financeurs. C'est quand même 17 millions d'euros d'investissement, et les terrains sont loués. Donc la commune voisine de Feldkirch a suivi le même mouvement, et puis le développeur qui a été choisi, qui est un chef d'entreprise courageux, a lui-même acheté le reste du terrain. Donc il a un potentiel de 20 hectares pour installer 5,4 MW, c'est plus près de 5,4 que 5,3 MW sur le site, mais il est rentré dans le moratoire de la loi Fillon à l'époque, en 2010, où il n'y avait plus de tarifs de reprise pour les centrales de plus de 250 kW. Alors il a imaginé, avec notre appui, notre concours, il a imaginé la création de 55 parcelles, 55 arpentages, 55 sociétés qui chacune ne développe pas plus de 100 kW. Ce qui permet d'avoir aujourd'hui un tarif de reprise de 25 centimes le kilowattheure. Voilà, donc c'était un vide juridique qui n'existe plus. Hein. Voilà, ils ont compris par la suite que... Alors, donc les projets qui sont en cours, ce sont des projets qui sont déjà validés par la CRE, la Commission des régulations électriques nationales, qui peuvent se réaliser, ce qui est très rare pour les régions au nord de la Loire, parce qu'en réalité il y en a très peu. Je crois que sur le Grand Est, nous sommes les seuls. Donc il y a 3 centrales total de 9 MW, une sur le parking en ombrière de l'écomusée de 2,3 MW, une sur le parking du parc Petit Prince, il y a un parc de loisirs, c'est pareil, c'est quelques 2 et quelques mégawatts, et une sur un autre ancien terril de 5 MW. Voilà, donc 9 MW plus les 5,3. Si on ne prend que celles qui sont situées sur le banc de la commune, on arrive déjà à couvrir en correspondance, donc la production électrique, de l'énergie électrique, correspond à la consommation de toutes les industries de la commune. Voilà, et après, pour les habitants, on veut développer par un système associatif et de financement participatif, puisque avec Greenpeace, on a pu aussi avoir un cadastre solaire. Donc on connaît exactement l'orientation, le potentiel de chaque toit,
Il suffit d'ailleurs de cliquer sur franceoffensivesolar.ch, puisque c'est un logiciel suisse, pour avoir chaque toit de la commune et chaque habitant peut savoir quel est son potentiel, si son toit est bien orienté, s'il a la bonne pente, et quelle est l'énergie qu'il peut en retirer. Donc voilà, on espère arriver à l'autonomie énergétique électrique en 2020-2021, avec toutes les installations. Électriques, hein, pas le chauffage, c'est encore notre paire de manches. Ok? Donc ça c'est une installation de solaire en autoconsommation. Nous avons sur un secteur qu'on appelle socio-éducatif, sportif et culturel. Il y a les écoles, il y a la piscine, il y a le blouse vestiaire des footballeurs, il y a l'espace culturel, un dojo, une salle de sport. Donc tous ces bâtiments sont alimentés par un réseau de chaleur. Il y a également du chauffage thermique. Il y a aussi du solaire thermique, du solaire photovoltaïque pour vendre le courant sur les toitures, sur le préau de l'école maternelle en l'occurrence. Et il y a également du solaire photovoltaïque en autoconsommation. Donc il injecte directement le courant dans la cuisine centrale, restauration scolaire, qui confectionne 550 repas par jour et qui couvre, donc après une première année de fonctionnement, 30% des besoins de cette cuisine en énergie, ce qui est excellent. Voilà. Et qui nous fait économiser 4 000 € par an. Sur la première année, on est dans la deuxième année de fonctionnement. Il faut enlever l'investissement. Enlever l'investissement. L'investissement, on ne compte pas. Parce qu'il faut de l'énergie. Voilà. Moi, je me dis, quand j'ai commencé à monter mon ménage, qu'il fallait une chaufferie ou un chauffage, eh bien, il le fallait. Je ne me suis pas amusé à compter combien d'années ça va me durer, il le faut. Quand il me faut une voiture pour me déplacer, il le faut, on ne compte pas d'autres amortissements. Donc ça, c'est des histoires de la société de consommation. Hein. Voilà. Bon, après, naturellement, on peut compter quand même, je sais, monsieur le maire, qu'il faut compter nos amortissements dans les budgets communaux. Mais voilà, il y a des choses quand même qui sont utiles et nécessaires. Donc, on peut enlever l'amortissement si vous voulez, mais ça s'amortit en 6-8 ans. La centrale photovoltaïque, ils vendent tous les ans pour près de ça dépend du soleil, près de 1,5 million d'euros de courant. Bon, la grande centrale, voilà. Donc pour 17 millions, enfin 14 millions d'investissements photovoltaïques, juste photovoltaïques, parce que ce sont devenus des toitures, et sous les toitures, il y a, j'ai oublié de vous le dire, sous les toitures, il y a des entreprises qui s'installent. Voilà, donc c'est pas seulement l'immobilisation du terrain, même si c'est une friche pour produire de l'énergie, c'est aussi la construction de toitures qui sont conçues pour pouvoir accueillir des entreprises selon leurs demandes, et donc c'est un loyer, c'est un loyer qui rentre, c'est la création d'activités, c'est la création d'emplois. Donc aujourd'hui, il y a 8 entreprises sur le site avec 70 emplois. À terme, c'est 150 emplois. Et de l'autre côté du terril, l'agglomération a financé à grands frais la viabilisation d'un secteur de la même superficie. Viabilisation, ça veut tout dire. Hein. Il y a même des loups, il y a des plans d'eau, c'est génial. L'éclairage public est en place. Il y a une entreprise avec 3 emplois. Donc là, la collectivité n'a rien financé. Hein. Ou presque rien, juste l'achat du terrain, la maîtrise foncière. Donc voilà, l'amortissement, on parlait de l'amortissement, donc ça fait entre 10 et 12 années pour amortir cette centrale où il y a un bail de 25 ans, reconductible 25 ans. Et on sait que les centrales aujourd'hui, en Allemagne, ils garantissent 80% de production à 30 ans. Donc elles sont durables. Ok, donc là vous avez vu, avec Greenpeace, ils ont travaillé avec les écoliers pour le cadastre solaire, et puis avec les écoles, les associations, le personnel communal, nous avons lancé un défi avec un objectif de moins 10% de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage sur une saison, et l'objectif qui a été atteint, parfois moins 30%,
Bon, aussi avec des interventions dans certains domaines, mais l'objectif, le résultat était moins 20%. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'école, les mesures qui sont faites, puisqu'on installe des compteurs un peu partout, permettent donc de bien cibler les économies réalisées et elles sont reversées à la coopérative scolaire. Donc c'est aussi une mesure incitative. Donc là, on est dans le domaine de la sobriété énergétique, hein, qui est la première des énergies renouvelables, celle qu'on ne consomme pas. Nous sommes à 0 pesticides et engrais chimiques depuis 2006, donc 0 pesticides maintenant c'est ça la loi, je l'appelle. Donc c'est dans la loi depuis le 1er janvier 2017, et donc nous y sommes depuis 2006 et nous n'avons aucun engrais chimique sur les terrains de sport ou sur le fleurissement et espace vert. Et ça marche très bien. Sauf dans les cimetières, où, voilà, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les gens réclament parce qu'il y a des herbes qui poussent selon la pluviométrie, quoi. Ils poussent trop vite. Alors bon, voilà. Mais c'est comme ça. Donc on a une intervention manuelle très, très importante à ce niveau-là. Pardon? On n'est pas dans les cimetières. Même dans les cimetières, parce que les morts, ils sont sensibles, vous savez. Parce qu'il y a les morts, l'enveloppe corporelle, hein, mais il y a toutes les âmes. Celles-là sont très sensibles. Ensuite, tous les produits d'entretien sont remplacés, donc issus de la pétrochimie, sont remplacés par la gamme certifiée écologique. Vous avez une table pleine et un chariot plein de bidons qui sont relégués maintenant et qui sont remplacés par les 2 autres bidons que vous voyez à votre droite. Donc ils sont écologiques et naturels, qui me permettent d'économiser 5 000 € par an. Donc il faut aussi voir, c'est une commune de 1400 habitants, nous n'avons pas des amphithéâtres comme vous, hein. C'est des écoles, c'est certes salle de sport, mais quand même, et puis une mairie. Le restaurant collectif? Oui, c'est dans l'espace culturel, oui. Et la cantine, elle a des normes HACCP? Oui, la cantine a une norme, elle est certifiée 3 carottes. Et on est bloqué par les normes HACCP, nous oblige à utiliser des produits, des PM, etc., qui sont farcis de produits chimiques, et je n'ai pas réussi à faire valider notre produit, quoi. Ah, ça c'est pas normal. Ah, alors parce que ça, c'est vraiment une grande question. Mais qui est-ce qui vous bloque là? Ah, mais c'est les services vétérinaires. Ah non, c'est impossible. Ah, mais écoutez, moi, à chaque fois, on est bloqué. Il faut les faire muter, hein. C'était uniquement dans le sanitaire et dans la cuisine proprement dit où je devais utiliser ce produit-là. J'ai même 3 lessives du coup, parce que j'ai eu laissé pour le service vétérinaire dans le chien. Et du coup, j'utilise des produits du vinaigre pour la salle et puis des produits, des PM machin pour la cuisine. Et j'aimerais trouver un texte qui m'autorise à utiliser ce produit. Écoutez, on va se faire un rapport. Il n'y a pas de raison, ça marche chez nous. Dans la cuisine, dans l'espace culturel, ben, on a partout, dans les écoles. On a partout ces produits-là. Parce qu'en plus, nous, au niveau réseau micro-crèche, je peux faire passer plus d'infos et en faire une autre. On a discuté après. Ok. Au fait, oui, vous pouvez interrompre, hein, parce que là, je bavarde. Hein. Je vais essayer d'être plus provocateur, hein, peut-être. Très bien. Alors là, c'est donc toujours dans le cadre de la sensibilisation par rapport à l'indépendance énergétique. Alors on voulait simplement prouver avec le transport des enfants à l'école, en choisissant chaque jour les points les plus éloignés de l'école pour les transporter donc, vers l'école, d'éviter aux parents de prendre leur voiture. Et donc on a calculé, hein, ça fait à peu près 4500 km par an d'économiser, globalement pour l'ensemble des parents. Il faut savoir que la calèche ne prend que maximum 20 enfants, quoi. Bon, parfois il y en a un peu plus,
Mais donc c'est pas toute l'école qui est transportée, c'est des enfants qui habitent le plus loin de l'école. Alors c'est une sensibilisation. En tout cas, le cheval, c'est devenu la mascotte des enfants, mais aussi des parents, et il apporte vraiment de l'humanité dans les relations. J'allais dire, c'est un animal qui apporte de l'humanité dans les relations humaines. C'est Richelieu. Là ce sont deux chevaux. Hein. Là, sur la photo, c'est le deuxième qu'on vient d'accueillir. Le plus blond, c'est Richelieu, et l'autre, c'est Cosaque. Et là, nous sommes en train d'acheter un troisième. Vous auriez dû l'appeler Charlemagne plutôt. Oui, mais... Oui, que Cosaque, oui, parce que c'est un C, hein, effectivement. Ah oui, ça aurait été génial. On va voir pour la suite. Richelieu et Charlemagne. Bon, est-ce qu'ils vont s'entendre? Ok, donc véhicule électrique, et puis surtout nous avons fait une expérimentation de collecte des déchets, papier, carton, plastique, vous voyez, en sac. Là, c'est sur un véhicule, une remorque qui est un peu bricolée et en traction hippomobile. Alors je peux vous dire que nous avons été concurrentiels par rapport aux camions dans le village, mais naturellement en sortant du village on n'était plus, et comme c'est une compétence intercommunale et que l'intercommunalité ne nous a pas suivis, on n'a pas voulu continuer le financement, puisque tout le début de l'expérimentation de financement c'était à notre charge, mais pour le reste ils ne voulaient pas, donc ça a été abandonné. Mais maintenant, dans le cadre des territoires énergie positive où nous avons obtenu un peu de financement, nous allons essayer de faire, nous allons lancer plutôt la collecte des déchets verts en traction hippomobile pour les composter et ensuite que ça revienne dans le cycle du maraîchage. Voilà, donc une sorte d'économie circulaire. Et c'est ça l'achat du troisième cheval, en sachant qu'ils interviennent également dans le maraîchage des chevaux, sous les serres. Alors, toujours, l'habitat, c'est l'habitat, donc le résidentiel et le tertiaire, c'est le plus énergivore hein, en matière d'émanation de gaz à effet de serre. Donc, c'est là qu'il faut intervenir. Alors, nous avons essayé de sensibiliser par la réalisation d'un éco-hameau zéro carbone, hein, qui répond donc aux critères de la maison passive, qui sont 15 kWh mètre carré par an. Donc c'est très peu. En principe, on n'a pas besoin de se chauffer jusqu'à 0 degré. Il y a suffisamment de l'électroménager où la température corporelle suffit à apporter de la température à l'intérieur de la maison. Voilà, donc c'est très performant. Mais malgré tout, chaque maison a quand même sa cheminée pour un poêle d'appoint en pellet ou en plaquette forestière, parce qu'on a quand même des périodes de moins 10 degrés. Voilà, donc c'est un ensemble, vous voyez là, le Champré, c'était un ensemble de 2 hectares qui appartenait à un industriel suisse, qui était sa résidence secondaire pour venir chasser sur nos terres, sur environ 3000 hectares, quoi, répartis sur plusieurs communes. Donc résidence secondaire de 330 mètres carrés. À côté, vous avez un petit bâtiment qui était le pavillon de chasse pour passer le troisième mi-temps. Vous avez un chenil, vous avez une chambre froide, des garages, une volière, des jardins. Voilà, tout ça c'était entretenu par un concierge et à un moment donné, il a tout mis en vente et la commune a souhaité préempter, donc voilà, acheter, maîtrise foncière pour un projet innovant. Le projet innovant, c'est après plusieurs essais et atermoiements, c'est donc cet éco-hameau, une maison en ossature bois, isolation paille, très performante, fibre de bois, donc matériaux sains et également passif. Donc ça répond aussi aux critères de BZ. BZ, c'est Beddington Zéro Carbone, un quartier de Londres qui a pratiqué le zéro carbone. Donc il y a 10 principes: zéro carbone, zéro déchet, culture du lieu, commerce équitable, déplacement doux, voilà, je ne me souviens plus des 10 ça. Et ensuite, le bâtiment donc initial, la résidence secondaire, a été transformé en maison basse consommation avec isolation extérieure et donc en 3 appartements qui sont loués par la commune actuellement. Donc on essaye d'augmenter notre parc locatif
pour pallier à la perte d'autres recettes. Donc ce sont des recettes nouvelles qui pallient à la perte des dotations, en l'occurrence de l'État. Oui, il y a également, donc ce sont des propriétaires, mais ce sont des logements qui varient de la maison de 150 mètres carrés, en passant par le 80, 70, jusqu'à 60 mètres carrés. Donc en fonction de la surface, les tarifs ne sont pas les mêmes. Donc c'est de l'intergénérationnel, différentes catégories socio-professionnelles et oui, intergénérationnel. Ok. Voilà, nous arrivons à la souveraineté alimentaire. Je vais essayer d'être plus rapide, puisque je crois qu'il y en a qui arrivent, qui sont pressés par le temps. Non? Non? Alors, on s'est rendu compte lors de nos différentes contacts, réunions, de colloques, conférences, que on a c'était particulièrement dans les vallées vosgiennes, donc voilà, qui font partie de l'Alsace, et c'est dans les vosgiennes où l'urbanisation est croissante et que les terres agricoles disparaissent, qui se sont rendus compte que le jour où il y a une fermeture ou une raréfaction du pétrole, donc des carburants, les supermarchés qui sont approvisionnés par la route ont des risques de pénurie, et que comme il n'y a plus de production alimentaire pour nourrir la population locale, il y a aussi un risque de manquer de produits de première nécessité. Donc ça nous a interpellés, et nous avons remarqué que chez nous, moi je parle de 1000 hectares, en réalité si on enlève les forêts, tout ça, on arrive à près de 820 hectares de terres agricoles qui entourent le village, et ces 820 hectares sont intégralement utilisés pour du maïs, des céréales, et qui sont elles-mêmes utilisées pour nourrir les animaux ou pour faire de l'amidon, pour être exportés, et donc ne servent en rien à nourrir la population. Donc c'est quand même aberrant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à regarder autour de nous, et la commune est propriétaire d'une terre agricole qu'elle a elle-même louée auparavant à des céréaliers, et qu'elle essaye maintenant au fil du temps de reprendre. Donc on a repris 8 hectares, on a racheté un bail agricole pour des terres qui nous appartiennent au prix du terrain. C'était voté à l'unanimité par le conseil municipal. C'est quand même assez remarquable. Ça nous a coûté 44 000 €, c'est le prix du terrain, et on a récupéré 8 hectares où il y a aujourd'hui, donc on peut aller sur aujourd'hui donc du maraîchage. La première année, c'était des bénévoles qui ont occupé et cultivé des pommes de terre, des courges, faire semer de l'avoine et du trèfle, et donc ont obtenu la certification Écocert pour de l'agriculture biologique. Et la deuxième année, c'est une association qui pratique l'insertion, qui a pris possession des lieux, donc qui a pris possession auxquels nous avons cédé les terrains gracieusement, et qui aujourd'hui emploie 25 personnes à insertion, 5 encadrants, produit 250 paniers par semaine, et tient plusieurs marchés. Il essaye encore de se diversifier. Alors au début, c'était l'approvisionnement aussi de la cantine scolaire, de la cuisine, restauration scolaire en légumes, et de la conserverie. Donc il s'est avéré au fil du temps de la difficulté de mettre en corrélation la production de légumes, le plan de culture, avec le plan annuel des menus de la cantine. Voilà, donc avec des difficultés, et aussi les difficultés liées à l'insertion, parce que leur première vocation, c'est de reprendre, de redonner goût au travail à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, et ils ont des résultats assez probants, puisque 50% des personnes qui passent pendant 2 années chez eux, eh bien, retrouvent un travail par la suite. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes tournés vers la création d'un maraîchage communal, pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la conserverie et de la cuisine centrale. Et c'est après 2 années là aussi d'un décès d'une agriculture décarbonée, ce que vous avez vu dans le film tout à l'heure. C'est un jeune, le jeune homme qui tient la charrue derrière le cheval, c'est donc le vétérinaire, l'ancien vétérinaire qui s'est reconverti au maraîchage, mais il voulait absolument faire l'expérimentation d'une agriculture sans énergie fossile.
Il s'est avéré que les résultats étaient intéressants au niveau de la qualité des produits, mais pas au niveau de la quantité. Donc on ne pouvait pas répondre aux besoins. Et nous nous dirigeons maintenant vers une exploitation maraîchère bio avec une production plus conséquente, avec donc avec l'utilisation d'énergie fossile, de serre et d'irrigation. Parce qu'au début, là, il n'y avait pas d'irrigation non plus. Donc pour pouvoir répondre aux besoins de ces deux entités, la cuisine et la conserverie. Voilà. Donc la conserverie, elle a été créée parce que nous nous sommes rendus compte que sur le maraîchage, il y a beaucoup de, selon les périodes, des surplus de production ou des produits abîmés, déclassés, qui étaient tout simplement compostés. Donc il convenait, à notre sens, de les réutiliser dans une conserverie, puisque ce sont des produits de qualité. Donc c'est une démarche anti-gaspillage. Mais seulement, très vite, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour faire tourner une équipe de conserverie et qu'il fallait aussi une production dédiée. Donc c'est pour cette raison que la production maraîchère communale va répondre à ce besoin prochainement. Donc là, si vous avez une équipe de bénévoles, aujourd'hui il y a seulement une salariée. On pense là dans les mois à venir un deuxième ou une deuxième salariée et plus des salariés saisonniers. Donc ça devrait être un modèle économique, et ça c'est pas de l'insertion, un modèle économique qui s'équilibre par lui-même. Mais il faut produire et vendre 24 000 bocaux par an. Aujourd'hui nous sommes à 4 000. Donc c'est cette fameuse cuisine collective. Alors nous sommes en restauration scolaire 100% bio tous les jours de la semaine depuis 2009. Et c'était pas si facile que ça parce qu'il fallait convaincre les parents, les enseignants, le personnel de la maison des jeunes qui tient à la restauration scolaire et certains élus aussi, même si la décision a été prise dès 2007 pour que les enfants puissent manger bio. Tout le temps, tous les jours de la semaine 100%, sans surcoût pour les parents. Mais ça n'a quand même pas fonctionné. Une année après, ce n'était pas encore en place. Donc on a dû passer par une sorte de formation, de stage, pour faire la démonstration du bien fondé de cette alimentation. Nous sommes là en 2008-2009. Donc aujourd'hui, ça a quand même considérablement évolué. Et donc depuis le 1er avril, ce n'était pas un poisson, ça fonctionne très bien, les enfants sont satisfaits, les parents aussi, et parce que le conseil municipal considérait que les enfants sont des êtres en construction, donc les plus fragiles et les plus vulnérables par rapport à tous les produits toxiques qu'on ingère, et qu'il convenait de leur proposer une alimentation saine, donc biologique. Donc en 2013, c'est une nouvelle cuisine qui a été construite parce que l'ancienne ne répondait plus aux normes et qu'on voulait aussi passer complètement en régie propre, en confection de repas sur la commune elle-même. Donc cette cuisine a été confiée après construction à une association d'insertion, une autre, qui emploie 7 à 8 personnes en insertion, plus 2 chefs cuisiniers. Voilà, et ça fonctionne aussi très bien. Le prix du repas est de 4,20 €, sortie de cuisine. Donc, matières premières, personnel, tout compris. Donc, c'est l'équivalent d'un prix d'un repas de qualité, naturellement, pas un prix qui sort de cuisine industrielle, qui est plutôt de l'ordre de 90 ou 3 €. 4,20 €, c'est tout à fait concurrentiel et c'est 100% bio. Et la cuisine, c'est des produits d'entretien qui sont certifiés écologiques, donc 3 carottes. EcoCert donne un label, EcoCert donne un label, 1, 2, 3 carottes. Et les 3 carottes, c'est seulement 50% bio. Nous, on est à 100%. C'est joli les carottes. Oui, mais le pays de Galles, j'aurais dit, c'est des poivrons. Et donc il y a un réseau associatif qui s'appelle 1+ Bio, qui est une association qui a vu le jour là, dans le siège est à Nîmes, dans votre région, dont nous sommes aussi membres fondateurs. Donc vous pouvez prendre contact avec eux, c'est très intéressant. Voilà. Une question ?
juste soulever une idée, vous demandez si c'était un projet qui vous intéressait, d'ouvrir les cantines des enfants, d'ouvrir aussi aux personnes âgées qui sont toutes seules, ça crée aussi du social. C'est une idée que je pense qu'il devrait se développer dans les villes. Oui, on a essayé dans l'espace culturel, il y a aussi un club des personnes âgées et qui de temps en temps mange et qui mange bio de temps en temps. Mais il est difficile d'avoir... donc, il faut savoir que le modèle de la cuisine, il a été conçu pour 600 repas maximum. On ne peut pas aller au-delà. Et donc là, ils sont déjà... dès le premier jour d'ouverture, il y avait une demande de 1200 repas. On n'a pas fait d'études de marché, rien, pour savoir si ça fonctionne. On a construit et on s'est basé sur la réponse orale de deux collègues qui ont dit simplement, écoute, nous on va prendre les repas chez toi. Et donc nous on a construit. Pas d'études, on y est allé. Donc on a économisé déjà cet argent. Mais donc on était bien inspirés, puisque dès les premiers articles d'annonce de l'ouverture, il y avait une telle demande qui était le double de capacité. Mais c'était exprès aussi, on voulait une cuisine qui gardait une dimension humaine et qui n'allait pas vers la cuisine industrielle. Et quand on dépasse un certain niveau, ben, on ne peut plus faire les mêmes menus. C'est obligé, quoi. Déjà avec 500, on ne peut plus tout faire, quoi. Il faut le savoir. Donc, donc là, on est confronté à une réelle difficulté pour répondre à la fois à un menu pour personnes âgées, un menu qui n'est pas le même que celui des enfants. Juste pour savoir combien de repas à jour vous servez sur votre menu. Nous, on sert que 100, enfin, même pas 100 repas, alors qu'il y a 240 enfants. Donc, c'est pas, en Alsace, c'est pas dans les habitudes, comme chez vous, c'est pas dans les mœurs, que tous les enfants vont manger à la restauration scolaire. Chez vous non plus? Ah, je me trompe. Ouais. Moi, je croyais savoir que c'était vraiment... non. Ça dépend des communes, en fait. Ça dépend des enfants. Ça dépend des communes. Dans les zones urbaines, c'est vrai que c'est beaucoup, et dans les zones rurales, c'est des enfants qui... Ok. Charbon. Donc, reconstituer le camp des charbonniers, une ferme en demi-cercle, avec à l'intérieur un bâtiment, enfin, à l'intérieur, sur le point central, un petit bâtiment qui abrite un four à pain. Donc voilà, c'est la symbolique du camp des charbonniers. Et donc c'est là une partie qui vient de brûler malheureusement. Et donc il y a une aile qui abrite les ateliers de transformation pour la légumerie-conserverie, la grande chambre froide, le stockage des légumes, le conditionnement et les préparations du panier, et ainsi que maintenant on va y adjoindre un quatrième bâtiment qui va accueillir une micro-malterie, brasserie et un pressoir à fruits. Donc c'est un bâtiment, comme sur le territoire à énergie positive, qui est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qui va produire plus d'énergie qu'il en consomme. Donc tout le toit va être garni de photovoltaïque, il y a une petite éolienne à proximité. Donc tout ça, on le voit dans le film. Et puis ensuite, le chauffage, c'est du chauffage bois, et ainsi que du chauffage solaire, thermique solaire. On verra si on arrive à l'autonomie ou à l'autosuffisance énergétique sur le secteur. Alors, pourquoi micromalterie? Parce que quand il y a du maraîchage, il y a assolement des terres, une rotation des cultures, et il y a tous les ans une parcelle en céréales, donc de l'orge, de l'épeautre ou une autre céréale, maltable, qu'on peut faire du malt, et avec du malt, on fait de la bière. Voilà, donc c'est ça, c'est l'idée, et on rationalise tout sur le secteur même. Les légumes, production des légumes, et aussi vente sur la ferme elle-même. Donc c'est un grand projet. J'espère qu'on y arrivera jusqu'à la fin du mandat. Sinon, ça dépendra de l'issue des élections. Voilà. Et donc une épicerie en vrac, participative et solidaire, c'est dans le bâtiment de la Poste. La Poste qui chez nous veut fermer depuis plus de 10 ans, une quinzaine d'années, et qui tous les ans on reporte. Donc maintenant on leur offre une solution de mettre en place un relais postal commerçant, et en même temps d'ouvrir une épicerie et de procéder à une extension dans la cour de cette ancienne ferme, en sachant qu'à l'étage, nous avons des locataires qui ont engagé un recours contre le permis de construire. Voilà. Donc, ceci pour dire et pour finir, c'est que nous sommes dans une
dans une phase qui correspond à ce que disait Schopenhauer, bon je préfère à lui mais c'est assez universel, qui disait que toutes les vérités franchissent 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle est ridiculisée. On se moque de vous. Voilà, c'est pas encore cette idée farfelue, ça ne marchera jamais. Ensuite, la deuxième étape, c'est que où ça commence à prendre. Là, il y a une opposition qui se crée, plus ou moins forte, plus ou moins insidieuse, plus ou moins une opposition de caniveau. Et puis ensuite, ou une démocratie de caniveau. Donc ensuite, la troisième étape de cette de franchir cette vérité, c'est que tous ceux qui se sont moqués de vous et tous ceux qui se sont opposés diront à la fin, vous voyez, je vous l'ai toujours dit, c'est ce qu'il fallait faire. Alors nous sommes dans la deuxième, et elle est pénible. Hein. Voilà, donc elle est pénible parce que, et c'est la dernière, parce que c'est, vous voyez, c'est l'espace central. Là, le long de ce mur en béton, il y a déjà maintenant un bâtiment. Donc il y a déjà ce bâtiment-là que vous voyez devant vous qui a brûlé. Ensuite, mais le long du mur en béton, il y a un nouveau bâtiment qui abrite le four à pain, qui est également tout en bois. Et puis, vous avez la petite éolienne qui compense la consommation du groupe froid pour la chambre froide. Enfin, on ne sait pas encore, mais bon, c'était calculé en conséquence. Et donc là, nous sommes dans cette forme de résilience maintenant. Nous allons nous atteler à la tâche pour reconstruire tout ça, en espérant aussi avant la fin du mandat. Bien, là maintenant j'ai peut-être été trop long. Prêt à répondre à vos questions. Quand est-ce que vous venez être maire? Pardon? Quand est-ce que vous venez faire un mandat dans une de nos communes? Alors maintenant on est à la retraite. Hein. Je me rapproche parce que 35 ans et demi, je suis dur de la feuille. Vous avez dit que cette action reposait sur 3 piliers. Oui. L'autonomie intellectuelle, l'autonomie énergétique et la souveraineté alimentaire. Ouais. Est-ce que vous avez eu 3 bons résultats sur les 3 points? Est-ce que vous y êtes parvenu? Alors, sur ces 3 points, il y a 21 actions. Et les 21 actions qu'on vient d'énumérer, là, sont toutes concrétisées. On est même allé au-delà. Sont toutes lisibles aussi. Alors, je peux dire que depuis 2011, où nous avons officiellement intégré la démarche de la transition, alors qu'on la faisait déjà depuis les années 2000, depuis 2011, on a permis la création d'une centaine, même plus maintenant, d'une centaine d'emplois. Donc, on n'augmente plus le taux des impôts communaux. Il y a 600 tonnes de gaz à effet de serre qui ne sont pas rejetés dans l'atmosphère. Et on crée quelques 120 000, peut-être même plus maintenant, parce que c'est un chiffre de 2015, 120 à 130 ou voire 140 000 euros d'économies et de recettes nouvelles. Voilà, ce qui permet aussi de ne pas augmenter et de continuer à investir. Donc, voilà, sur ce plan-là, c'est intéressant au niveau d'un budget communal. Et je ne comprends pas qu'on attend de rentrer dans la transition, quoi. Mais quand même, l'objectif essentiel de la transition, c'est de créer du lien entre les gens. Parce que je me réfère à la devise de la République française, qui est liberté, égalité. On peut y rajouter citoyenneté, mais je considère que ces valeurs resteront à jamais des valeurs froides si on n'y rajoute pas la chaleur humaine de la fraternité. Et c'est la fraternité qui est le cœur du projet de la transition. Parce que sans la fraternité, sans le lien social entre les gens, on n'y arrivera jamais. Hein, c'est la prise de conscience, la sensibilisation, la prise de conscience qu'on va dans le mur par rapport à ce système de société qui permettra de changer de paradigme, de faire réfléchir les politiques et d'évoluer rapidement parce que les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux
sociétaux, les enjeux sociaux sont vraiment cruciaux, quoi. Il faut s'y atteler rapidement à cette tâche-là. Donc, par la fraternité. Est-ce que vous avez des disciples, des communes qui vous imitent? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... Depuis que le film est sorti, nous avons en tout point de vue sur la partie, sur les reportages, la presse écrite, parlée et l'audiovisuel, sur les visites des élus de communes petites, plus grandes, de pays, des régions, des entités plus grandes, sur la visite des particuliers, parce que j'oublie encore des lycéens, des écoles, universités. Voilà, tout point. On considère qu'il y a 1000 sollicitations depuis décembre 2016. Donc on est effectivement, et ça a pris, en Alsace, il y a 20 mouvements citoyens qui se sont créés. Et il y a des communes, voilà, des communes voisines qui a labouré son champ qui a labouré le terrain de foot pour en faire un champ pas de patates, de légumes. Mais voilà, c'est une initiative qui est forte et emblématique, quoi. Et ensuite, il y a des communes, il y a beaucoup de communes, quoi, qui... Alors, je dois dire, en réalité, vous venez d'énumérer ces trois piliers-là, mais en réalité, dans le pays, en France, il y a une multitude d'initiatives. On ne connaît peut-être pas, mais les collectivités, les mouvements citoyens, les associations s'investissent considérablement dans l'une ou l'autre action. Ce qui nous caractérise à Ungersheim, c'est qu'il y a une action qui touche tous les aspects quasiment de la vie, et c'est une action plus globale, quoi. Oui, moi je suis le maire juste avant Alexandre Reynès. Je pense que par rapport, il y a Jean-François Caron de Lausanne qui dit, pour aller de l'avant comme vous, d'abord vous, ça fait 30 ans quand même que vous êtes maire. Ouais. S'asseoir. Il faut du temps. Ça s'entend. Non, il y a plusieurs phénomènes. Il dit qu'il faut être enraciné dans le passé. Vous êtes enraciné à la potasse. Ouais, je l'ai dit, hein, je ne peux pas dans la menace, mais le publier maintenant. Et lui, Jean-François Caron, il est sur dans le charbon. Et le romantique. Et parce qu'il faut être enraciné pour aller de l'avant aussi, pour l'avenir. Mais nous, on a juste ici, moi personnellement, à Reynès, on a des populations qui. Moi j'ai 40%, Alexandre pareil sûrement, 40% de population qui n'est pas née dans le département, j'ai rien contre eux parce que je les ai côtoyés toute ma vie, mais qui viennent du Nord, qui viennent là pour le soleil et qui va repartir, dans les 3/4 vont repartir. Et c'était globalement des travaux, ils étaient dans l'industrie, dans le bureau, et la population originaire du pays, c'était des maraîchers ou des agriculteurs, etc. Et les plus jeunes, il y a une troisième population, ça c'est les vieux du pays, et il y a une troisième population de jeunes qui aujourd'hui est beaucoup dans le problème de précarité, de l'emploi. Parce qu'on est quand même un département, un des plus pauvres de France, hein, comme les deux extrêmes. Et ces trois populations, pour moi, c'est extrêmement difficile qu'elles communiquent, qu'elles travaillent ensemble. Et la preuve, c'est que quand il y a les 70 ans, j'ai 2 tables des gens du pays et les autres d'ailleurs. Ils ne sont pas ensemble. On a un mal fou à leur dire, vous pouvez discuter. La seule chose qu'on pourrait discuter, c'est les enfants. Parce que souvent les enfants d'ici sont partis, ils sont peut-être à Lyon, aussi bien les enfants des gens du pays que des succès. Et là, moi je trouve, et j'aimerais bien que ça crée une non-participation, une difficulté à créer une base commune pour aller de l'avant. Ouais. Mais je comprends, je le disais d'entrée, la difficulté, c'est la création de ce lien, c'est l'implication citoyenne.
C'est la difficulté. Alors, parce que nous sommes dans une société où ce qui prime, c'est la consommation. Voilà, et l'individualisme. La consommation à travers, ou l'individualisme à travers la Par exemple, consommation. vous parlez du maraîchage. À Reynes, par exemple, on avait une cinquantaine de familles il y a 40 ans qui vivaient du maraîchage. Aujourd'hui, il n'y en a pas une. Les deux qui existent, elles ont disparu. Elles vendaient à Amélie et à Céret. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de... Ça s'est perdu. On n'a pas une personne qui, au niveau du maraîchage, est capable un jeune de produire et de retrouver. Et pourtant, il y en a des jeunes. Oui. Il y a des jeunes qui en veulent, et il y a une demande aussi de la population pour des produits locaux, circuits courts, pour la proximité. Une vraie demande, quoi. Peut-être une chance à saisir, quoi. Ouais, en effet. Je voulais juste rebondir déjà sur ce point-là, parce que moi je ne suis pas d'ici, mais voilà, mon fils est dans une bressole, j'adore les Catalans. Je suis aussi dans une association de monnaie locale, donc comme je le disais au tout début, donc le Soudaki, donc la monnaie d'ici. Eh oui. Donc il y a une phase test qui est en train de se faire sur le bassin de vie du Conflans, mais on appelle tous les citoyens qui veulent se mobiliser à rejoindre ce projet pour créer des groupes locaux partout dans le département. Pour qu'elle puisse circuler. Elle circule depuis janvier 2018, donc c'est quand même très très récent. Mais on a déjà plus de 2000 unités en circulation et je vous incite vraiment à vous intéresser au projet. Et je voulais vous féliciter, j'ai vu ce film en entier, j'ai failli en pleurer. Si vous pouviez adresser toutes nos félicitations à tous les habitants de cette commune, c'est magnifique ce que vous faites. C'est magnifique. Tous ne participent pas. Bien sûr, et vous dites dans le film, mais vous avez bien raison. C'est bien le problème. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui s'en on n'aura jamais de menti. Mais on crée du lien quand on fait de l'action ensemble, ça c'est sûr aussi. Je ne crois pas qu'on soit obligé d'être enraciné à un endroit pour avoir une conscience citoyenne, quel que soit l'endroit. Ce qui est important, c'est que les gens éveillent leur conscience par rapport à ça. Et partout où on est, on a envie de le faire. Il y a madame qui voulait. Excusez-moi, d'accord, je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut se procurer. Où est-ce qu'on peut se... Partout en DVD. Non, il n'est pas encore sorti en DVD. Non. Nous, on l'a demandé auprès de la M2Z. Pour l'instant, il n'est pas disponible en DVD. Donc, on peut assister à des projections, ou commander le film pour proposer des projections. Mais ensuite, il faut le renvoyer. Pour l'instant. Mais vous demandez à vos directeurs de cinéma ou directrices de cinéma de se fournir, quoi. Et cinéma d'art et d'essai, en règle générale. Cinéma Génère, par exemple, il a déjà proposé. Mais il a déjà circulé dans le coin. Vous l'avez vu à Montpellier? À Perpignan. Oui, elle a pas loin d'un mille. Moi, je voudrais vous remettre une couche parce que je suis partie d'une association qui fait la promotion de la transition écologique. Alors, pour faire remettre une couche. D'accord. Donc, je fais partie d'une association qui encourage la transition écologique et sociale et on porte des projets, par exemple, comme celui que vous avez présenté. On en parle, on présente ça aux communes, la régie municipale agricole. Installer une cuisine municipale. Et on nous rétorque évidemment que ce n'est pas dans les moyens des communes. Donc avec tous les projets que vous nous avez présentés, je pense que la commune d'Angesheim est super endettée et ça va être vraiment une catastrophe budgétaire à la fin de votre mandat. Je pense que c'est une question qui intéresse au plus haut point tous les élus. Non, sous forme de boutade, je disais, c'est pour ça que je me représente. Parce qu'on est super endetté. Non, c'est pas endetté normalement, on est endetté, bien sûr. Je voulais savoir si vous faisiez partie d'une... Si vous étiez au sein d'une communauté de communes, si cette communauté de communes a pu porter tous les projets que vous avez faits, et comment vous vous situez par rapport aux autres communes, s'ils ont suivi le mouvement ou pas. Voilà, c'est la question qui suit. Alors donc, nous, on a une histoire qui est liée à l'intercommunalité. Donc, c'est moi qui ai apporté le plan climat
au niveau de l'agglomération toulousienne dont nous faisons partie. À l'époque, on était 180 000 habitants. Et voilà, j'étais très actif. Le vice-président chargé du développement durable, hein, voilà. Et jusqu'au jour où il était question, parce que sur le territoire de notre commune, il y avait un parc à thème qui s'appelait le Bioscope. Et donc c'était un peu la mégalomanie des grands élus régionaux qui voulaient copier le Futuroscope. Voilà. Et seulement ce Bioscope, il n'a jamais fonctionné. Donc c'est sur le territoire de la commune. Mais bon, c'était pareil. C'est un peu si nous avons mis la puce à l'oreille, c'est que la maîtrise foncière, ça permet tout. Et cette maîtrise foncière, c'est les mines qu'il avait, et il pouvait acquérir, la région a pu acquérir 50 hectares d'un seul tenant. Donc le Bioscope, il s'est réalisé, il y a, il n'a jamais fonctionné, et donc l'idée pour le faire fonctionner, c'était d'implanter un village de vacances dans une forêt alluviale. Et cette forêt alluviale de 30 hectares était, donc 500 bungalows étaient détruites, quoi, et tous les services afférents étaient détruits, et d'autre part, il fallait aussi construire un pôle aqualudique à la charge des collectivités, quoi, de 25 à 30 millions d'euros, toutes les viabilisations également. C'est un peu la même chose qui se passe à Roibon, actuellement, en Isère. Donc, Pierre et Vacances, hein. Bon, Pierre et Vacances, eux, ils attendaient sagement que le tapis rouge soit déroulé pour venir, quoi. Et donc, c'est là que la commune de Mersheim, le conseil municipal de Mersheim, dans son intégralité, à l'unanimité, a refusé le projet. Il a proposé un deuxième projet dans des landes, des friches, qui n'a jamais abouti, parce que, bon, déjà, ils n'en voulaient pas, et parce que ce coup-ci, c'était une destruction de l'environnement patrimonial. Le patrimoine industriel, la première fois c'était le patrimoine environnemental, la deuxième fois le patrimoine industriel, et donc le conseil municipal a refusé une deuxième fois. Et dans la semaine qui a suivi, on était cloués au pilori, ostracisés, totalement mis au placard, voilà. Donc pendant 5 ans, on a souffert de cette histoire, parce qu'on a pris des positions à l'encontre de la majorité de droite alsacienne et contre une grande partie de la gauche aussi. Voilà. Et contre la caisse des dépôts qui est à l'origine du projet. Donc on en a pris, quoi. Et ce qui fait qu'au niveau on a eu des relations très, très difficiles, voire conflictuelles, avec l'agglomération mulhousienne. Mais entre-temps, l'équipe a été réélue. Au niveau de l'agglomération mulhousienne, maintenant il y a un autre président, et puis ça se passe mieux aujourd'hui. Voilà. C'est ça nos relations avec l'agglomération. Donc dire la cuisine centrale que nous avons construite à nos frais a été subventionnée 0 € par l'agglomération. Et pourtant on exporte des repas vers les écoles de l'agglomération. Voilà. Bon, ça permet aussi à la cuisine de vivre, de survivre. Voilà. Et même par rapport à tout ce que vous faites, des concours d'expertise, même si vous faites participer les gens, etc. Si, on fait il vous faut de l'expertise de l'étude par rapport à tout ce que vous faites. Oh, pas trop, hein. Non, pas trop. On est vraiment des vrais paysans. Dans le bon sens paysan, hein. Pour la cuisine, il n'y a pas d'études, on peut le voir, hein. Pour le maraîchage, il n'y a pas d'études. Pour la ferme, il n'y a pas d'études. C'est quoi encore pour la centrale photovoltaïque, bon, nous on initie le mouvement, on est à l'initiative, parce qu'on a la maîtrise foncière, mais même le développeur, à un moment donné, il est confronté à la loi Fillon, qui sabre, et donc il prend les devants, hein. C'est lui qui prend des initiatives, mais en cours de route, il n'y a pas d'études préalables. Si sur la centrale photovoltaïque à 40 kW en autoconsommation, il y a une étude. Et là, il y a des subventions aussi de la région. Chauffe-les-bois, il y a une étude.
Mais bon, on avait un projet préalable qui a été repris par l'agglomération, qui a elle-même refait une étude. Parce que bon, la piscine, à un moment donné, elle a été transférée à l'agglomération. C'est bien ça. Ouais, mais c'est bien que la piscine soit transférée à l'agglomération. Ça coûte cher, hein. Bon, en tout cas, nous, on voulait vraiment vous remercier et on avait vraiment envie de vous entendre parce qu'on trouvait que c'est une initiative qui permet vraiment de croiser des logiques environnementales, sociales, économiques, culturelles et du coup qui ont vraiment du sens quand on est sur des territoires où on veut aller vers des démarches de développement social. Donc merci beaucoup, merci du déplacement, merci pour votre attente et votre patience là-haut.